TV, la diaspora s'exprime. Bonsoir. Bonsoir le monde. Salut le peuple. Salut la jeunesse. Salut la régie. Salut les invités que nous allons vous présenter dans quelques instants. Et après tout, un super salut à ma co-présentatrice Niki. Je salue Issa Niafaga, Guy Laberty et aussi notre public. Ah, merci, je suis bien heureuse de te retrouver. Ça faisait un petit moment que nous ne sommes pas intervenus sur DMTV. Aujourd'hui, nous sommes là dans l'émission Tamérie. Et voilà, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors ce soir, nous avons deux invités. Nous allons vous présenter deux invités. Même ces deux invités ont un parcours assez atypique. Mais même si les deux parcours sont différents, ils ont un dénominateur commun. Ce parcours les amène à s'occuper de choses de la cité. En d'autres termes, de faire de la politique directement pour l'un, indirectement pour l'autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, ils se rejoignent. Donc, le premier invité est Monsieur Guy Laberty. Guy Laberty. Bonsoir, depuis Paris. Bonsoir, bon. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Tamérie, sur DNTV. Oui, et donc, merci. Je vais faire quand même une brève présentation de vous, et si vous voulez rajouter certains éléments plus tard, vous pouvez le faire. Donc, M. Guy Laberty a connu plusieurs vies. Syndicaliste des étudiants universitaires à 19 ans, professeur d'espagnol, directeur de la revue Libération Afrique, membre en 1984 du PSU, Parti Socialiste Unifié, délégué national de l'Afrique du Parti Socialiste de 1996 à 2006, auteur de 3 livres, Adieu Abidjan-sur-Seine, les coulisses du conflit ivoirien, Côte d'Ivoire sur le sentier de la paix et Ibni, une vie politique assassinée au Tchad. Pendant qu'il était adjoint au maire à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, M. Guy Laberty a aussi sorti un premier album de disques, de morceaux très bien léchés, très bien écrits, avec 15 titres. Et tout dernièrement, un deuxième album musical intitulé Nouvelle Existence, une vie fidèle à ses passions, qui sont la poésie, la musique, la politique, l'Afrique et l'amitié. La vraie, l'amitié, mais la vraie amitié. Quant à notre deuxième invité, M. Issa Niafaga, lui a commencé sa carrière professionnelle comme caricaturiste de presse au Cameroun dans les années 90. Il est ensuite allé en exil en France, où il a continué la profession de caricaturiste, de presse, mais aussi d'humanitaire et de droits de l'homme, en particulier pour les journalistes spécialisés dans la caricature, des artistes qui arrivaient en exil en France depuis l'Afrique. Immigré aux États-Unis aujourd'hui, où il enseigne la peinture et l'art à Santa Fe, il a créé une ONG, Espoir International pour le peuple Tika, où il a à cœur le bien-être des habitants Tika et pygmées de son village et ceux de la région au Cameroun. Merci Ima. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Ça n'a pas été plaisir. facile avec le décalage horaire. Vous vivez aux États-Unis, mais nous avons pu nous réunir aujourd'hui, vous aux États-Unis, M. Guy Laberty en France, ma co-présentatrice Niki en Italie et moi-même à Paris. Voilà, donc la Niki, magie du net. C'est la magie du net. Exactement. Voilà. Donc, je vais poser la première question à Guy Laberty. Donc, votre intérêt pour la politique africaine est né très tôt, comme on venait de dire. En 1968, vous étiez à 19 ans à Bordeaux, militant de l'UNEF, donc l'Union nationale des étudiants en France, chargé des relations avec les organisations internationales. Et c'est là où vous faites des contacts avec la Fédération des étudiants d'Afrique noire, fer de lance de la lutte contre le néocolonialisme après les indépendances des années 60. Et je dois dire que votre regard est toujours très anti-impérialiste. On le voit dans la revue Libération Afrique du Centre d'études du Tiers-Monde. On le voit dans le groupe d'information sur le Tchad. Votre appartenance aussi à l'AI, ce qu'on appelait le groupe Mahamat Kamara,
qui demandait une véritable indépendance après les indépendances des années 60. Et pouvez-vous nous restituer l'atmosphère et l'engagement révolutionnaire de l'époque? Oui, c'est une présentation qui était très difficile à faire. Disons que j'ai effectivement noué mes premières amitiés en 69, donc un peu après 68, et précisément avec un étudiant en particulier, voltaïque, qui avait fait, si j'ose dire, Dakar, 1968 à Dakar. Donc, il est aussi militant de la FEANF. J'ai connu des militants de la FEANF. J'ai même rencontré le premier président national de la FEANF en 1969. C'était d'ailleurs un Guinéen. Et je dois dire qu'à cette époque, nous étions tous idéologiquement très marqués. Nos références étaient effectivement l'anti-impérialisme et beaucoup de ces militants africains étaient eux-mêmes dans la clandestinité, des militants qui se réclamaient soit du marxisme-léninisme, soit du trotskisme, enfin bref. Cette explosion libertaire de 1968 avait finalement rassemblé en France, mais aussi en Afrique et dans le monde, des gens qui aspiraient véritablement à changer les choses. Donc c'est ça qui marque d'abord cette période. Et je dois dire que c'était une période où nous étions quand même tous un petit peu dans l'espoir de la révolution du grand soir. Je dirais que les quelques décennies qui ont suivi nous ont fait effectivement un petit peu revoir les choses. Vous le signaliez tout à l'heure, j'ai d'abord participé à une revue et animé, mais c'est beaucoup plus tard, c'est entre 79 et 86. Et je me suis vraiment engagé dans les partis politiques français à partir de 84, comme vous l'avez souligné, pour ne rejoindre que très tardivement le Parti socialiste, puisque j'avais déjà 42 ans. Et je dois dire que mon passé très radical me faisait trouver ce parti assez mollasson. Mais malgré tout, j'ai milité d'ailleurs souvent sous l'influence des camarades africains que j'ai rencontrés dès les années 80 et qui eux-mêmes jouaient des rôles importants dans leur pays et qui pensaient que le petit parti auquel j'appartenais n'avait pas beaucoup d'influence dans la vie politique française. Et ils m'ont un petit peu poussé vers ce mastodonte du PS, d'autant qu'en plus, en 81, Mitterrand avait été élu président. Et comme vous le savez, ça avait soulevé beaucoup d'espoirs qui, en général, ont été tout à fait déçus. Mais moi, j'ai continué ma route un petit peu comme un ovni dans le PS. Et j'y ai été effectivement délégué à l'Afrique de 1993 à 2006. Voilà, donc l'atmosphère, c'était véritablement, on croyait vraiment qu'on allait changer le monde très très rapidement, mais on s'est aperçu finalement que… Mais ce qui était très important dans cette époque, c'était une véritable solidarité, un véritable panafricanisme et une solidarité agissante au plan militant. Voilà. Merci. Oui, donc moi j'enchaîne avec une question dont on a envie de vraiment savoir le pourquoi, le comment, parce que c'est une affaire un peu triste. Cette question est dédiée à l'opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui a disparu dans des circonstances jamais élucidées en février 2008. Oui, vous lui avez même dédié un livre, oui. Ibni, une vie politique assassinée au Tchad. Oui. Donc, dans une enquête de la télévision, la chaîne de télévision Le Média, du 13 novembre 2020, Clément Boursin, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dit ceci. L'affaire Ibni Oumar Mahamat Saleh est un crime d'État couvert par le silence de la France. Vous avez dit au journaliste Thomas Dietrich, j'ai su qu'Ibni a été singulièrement malmené dès le 3 février et que dans les heures qui suivirent, l'irréparable a été commis. D'après vous, quelles sont les vraies causes de sa disparition et les conséquences pour la vie politique au Tchad d'aujourd'hui? D'ailleurs, pour répondre à votre question, je dirais d'ailleurs que j'avais le même âge qu'Ibni. On s'est connus en 1975 alors qu'il est un militant de l'Association des étudiants tchadiens en France et aussi de l'Union générale des étudiants tchadiens. Et c'est là qu'on a participé à partir de 1975 au groupe d'information sur le Tchad. Mais lui, oui, alors était également un militant clandestin du groupe Mamadou Camara dans le cadre du Frolinat.
Voilà, moi, à D'accord. l'époque, je n'appartenais à aucun parti politique. Alors, Oui, oui. je fais un saut dans le temps. Effectivement, en 2008, quand, il faut dire qu'en 2008, il est le porte-parole de l'ensemble de l'opposition démocratique à Idriss Déby. Et c'est un homme d'envergure. Et je crois qu'il est effectivement originaire du Nord, comme on dit, du Nord-Est, mais enfin, de toute façon, dans sa Oui. vision et dans la vision de son parti, c'est véritablement un Tchad uni et laïque qui est son projet. Et il est, à cette époque-là, véritablement celui qui a réussi à fédérer autour de sa personne l'ensemble de l'opposition tchadienne qui a eu la caractéristique d'être particulièrement émiettée. Et il est évident que s'il n'a pas réapparu, c'est que Idriss Déby avait certainement déjà conçu qu'il était le véritable opposant qui pouvait l'inquiéter. Il avait été candidat à la présidentielle de 2001. Bon, il avait eu un score complètement qui ne correspondait pas du tout à la réalité des choses, évidemment, puisque les élections étaient totalement truquées. Mais en posant cet acte-là en 2001, il était véritablement la cible numéro 1 d'Idriss Déby. Et je pense que si les autres opposants qui ont été arrêtés en même temps sont revenus effectivement quelques jours après, lui a totalement disparu. Et de fait, non, c'est pas M. Dietrich, que je n'ai d'ailleurs pas rencontré, que j'ai dit ces choses-là, mais Oui. ça c'est peu important. Mais effectivement, il a été arrêté le 3 février. Et quand je dis que effectivement la France n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, c'est que la France était en lien direct avec tout l'entourage d'Idriss Déby au moment où il a été arrêté. Oui. Et le mercredi suivant, l'ambassadeur de France a dit qu'il n'était pas au courant de cette arrestation, alors que je le dis, ça c'est les éléments ne sont pas encore tout à fait établis, mais dès cette époque-là, il n'y avait déjà été malmené et était déjà sans doute décédé. Et on le sait, évidemment, son corps n'a jamais été retrouvé et la justice tchadienne a conclu sur un non-lieu alors que la commission internationale qui avait été mise en place a élaboré 15 pistes pour savoir ce qu'était devenu Ibni et la dernière piste conduisait à la présidence tchadienne et il est sûr que le 3 au soir, Ibni Oumar a été présenté à Idriss Déby et Idriss Déby après l'a confié à d'autres personnes et depuis il n'est plus réapparu. Ah, oui, donc effectivement, vous avez évoqué l'association Frolina. Je pense que ma coprésentatrice a quelques questions là-dessus, ou peut-être moi, dans la suite de l'émission. Voilà. Donc, je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Monsieur Issa Niapaga. Alors, avant de vous poser ma première question, nous allons montrer un court extrait d'un film qui a été réalisé par ma coprésentatrice Niki. Voilà, ce court extrait, dans ce court extrait, ce film s'appelle Résistant du 9e art. Donc, dans ce film, vous apparaissez comme l'un des protagonistes. Donc, nous allons montrer un court extrait de ce film et après, je vous pose ma question. Dans les prisons, comme les prisons du monde entier, tous les prisonniers qui sont assis dans la même pièce se donnent des confidences. On demande à l'autre pourquoi tu es là, on demande à l'autre pourquoi tu es là. Et donc moi j'ai vu des gens qui disaient oh moi j'ai tué 2 personnes, c'est pour ça que je suis là. Et moi j'ai violé une femme parce que on a débarqué chez lui à minuit et puis j'ai pris mon revolver, je lui ai pointé dessus comme ça, je lui ai dit que ta femme vienne ici et tout. Il pissait et tout. Donc j'ai entendu des choses qui étaient très horribles. Et puis, moi, maintenant, on me pose la question pour me demander, et toi, Issa, qu'est-ce que tu as fait pour être là? Et puis moi, je dis, j'ai fait un dessin et tout le monde baisse les yeux. Et vous vous trouvez en prison avec des gangsters et des criminels pour un dessin? Oui, ça Quel arrive. genre de dessin peut-on amener quelqu'un en prison? Vous pouvez nous expliquer encore un peu de plus ample, avec de plus amples explications? Parce que pour un dessin, se retrouver en prison avec des gangsters et des criminels, c'est pas commun. Ben, quand on est au Cameroun, il faut le faire parce que le Cameroun, c'est un pays où tout peut arriver. Donc voilà, rien n'a aucun sens. On dirait même que c'est un pays sans État, mais il y a un État et puis il n'y a pas de séparation entre les prisonniers qui ont des opinions
et puis les prisonniers de droit commun, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, je ne sais pas si je peux dire le charme du Cameroun, mais son paradoxe, parce que, voilà, faire un dessin, se retrouver à Newbell avec des gens qui étaient des prisonniers de droit commun, enfin, qui rendaient les familles très malheureuses, il fallait le faire, quoi. Bon, maintenant, le dessin au Cameroun, c'est quelque chose dont les autorités camerounaises ne s'attendaient pas n'avaient pas l'appréhension de sa puissance. Donc, et en moins de 5 ans, on a été très, très populaire au Cameroun comme éducateur de la société, comme informateur en même temps. Donc, le concept du journal qu'on faisait était très simple, c'était le Messager Populi. Donc, 90% des pages étaient dessinées. Il n'y a qu'une seule page, l'édito et la couverture, qui avait beaucoup plus de texte, mais les autres pages étaient dessinées. Et donc, c'était des dessins qui étaient liés à l'actualité pour à peu près, enfin, aussi informer la population urbaine, surtout. Et puis, l'éduquer aussi, parce que, bon, le niveau d'éducation au Cameroun était très, très bas ces années-là. Il était à plus de presque 80%. Je vais dire en dessous de 80% de non-éduqués parce que l'école au Cameroun coûte très, très cher. Et donc, il y a que les gens chanceux qui ont l'opportunité d'aller à l'école et de lire, quoi. Voilà. Donc, le dessin, on peut aller au Cameroun pour un dessin, on peut aller au Cameroun pour avoir vendu des journaux dans la rue. On peut aller au Cameroun, je ne sais pas, pour avoir vendu des légumes. Et puis, voilà, dans un checkpoint, la police va décider que ce n'est pas légal. Et puis, on peut aller en prison pour ça. Donc, voilà. Et cette situation se situe dans les années 90, hein? C'est ça, dans les années 90 où la censure était légale parce qu'il fallait aussi il fallait produire deux moras. La moras, c'est les copies du journal avant que le journal soit imprimé. Donc, il fallait les soumettre au gouvernement, une copie au palais de justice, une autre au service du gouverneur. Et donc, ça va être visé. Et donc, des fonctionnaires vont décider qu'est-ce qui est approprié pour être lu, que ce soit la caricature, un article de presse, quoi, ou des articles de presse. Donc, souvent, les journaux, pour protester contre cette censure, imprimaient les pages toutes blanches du journal. Voilà, on les a en archive. Donc, voilà, il faut être au Cameroun pour vivre ça. Voilà. Oh, merci, ça. Je sais d'ailleurs que tu as fait la prison plus d'une fois. Et juste aussi, comment est-ce que tu es devenu caricaturiste? Et qui étaient ceux qui t'avaient inspiré à l'époque? Quels étaient les personnages pour comprendre quand même l'actualité l'actualité de géopolitique? Je pense à quelqu'un comme Mongo Betty, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnages qui ont inspiré ce genre d'opposition? Il faut dire que d'abord ma mère m'a encouragé d'être artiste et puis on n'a pas vu des caricaturistes dessinant des hommes politiques jusqu'à ce que le mur de Berlin tombe. Donc je pense que si j'ai une bonne mémoire, c'était un peu avant 1990. Donc c'est à ce moment qu'on a vu une prolifération des journaux dans le pays. À travers l'Afrique, on a vu le multipartisme, on a vu beaucoup de mouvements dans des États africains, quoi, qui permettaient à ce qu'il n'ait pas seulement la voix du gouvernement ou bien de l'État, mais aussi une diversité. Alors, nous, jusqu'alors, on ne lisait que des journaux, je ne sais pas, des caricatures, des journaux qui venaient par exemple de France, Charlie Hebdo, il y avait des journaux du Nigeria, il y avait, bon, après, il y avait des intellectuels émergents comme Mongo Betty, il y avait plein d'autres. Je lisais même déjà à l'époque Patrice Nkana aussi. Bon, et puis il faut bien. Il n'y a pas d'école de caricaturistes. Donc, avec l'oppression, l'envie de créer, c'était l'opportunité pour des artistes de faire un projet comme, par exemple, dessiner l'actualité et puis l'offrir à tout le monde. Et donc, ça a permis à ce qu'on puisse s'entraîner. Et puis, voilà, on a appris dans le tas. Mais il y avait aussi des organisations qu'on pouvait appeler... il y avait Friedrich Hebert. Donc, c'était des organisations un peu
des services allemands ou bien des missions de coopération au Cameroun qui offraient des stages aux caricaturistes, aux journalistes qui n'avaient pas été à l'école du journalisme pour apprendre à faire une investigation, écrire un article, la recouper et faire en sorte qu'on devienne quand même des journalistes complets. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à cheval entre l'art et puis le journalisme. Ça a été toujours comme ça. Les gens pensent que c'est une personnalité biaisée, mais l'homme est comme ça, quoi. Guy est bien politicien, un artiste. Ça ne nous dérange pas.